Bonjour les macros, si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous êtes curieux et que vous souhaitez savoir comment arriver à vos fins. Comment réaliser vos idées, vos rêves, vos désirs les plus secrets. Bref, vous vous demandez comment réussir. Et ça tombe bien puisque le sujet du jour est un petit peu particulier puisqu'il s'agit de la réussite. Ah oui, parfaitement. Alors la réussite au sens large, que ce soit l'achèvement d'un collier de nouilles ou l'entrée en bourse d'une entreprise, en passant par l'épanouissement au sens large. Et ça n'est pas tout à fait par hasard si on parle de réussite aujourd'hui, puisque je précise que cette vidéo a pu se faire en partenariat avec le réseau Étincelle, soutenu par la fondation FDJ, et qui n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai pour du mécénat, puisque depuis près de 25 ans elle soutient de nombreuses associations. Et il y en a des jeunes à aider, puisque 9,2% des 18-24 ans sortent du système scolaire sans diplôme ou perspective d'emploi. Et justement, le réseau Étincelle est une association qui s'occupe de jeunes déscolarisés. Mais en plus de ça, ce qu'il y a vraiment d'intéressant là-dedans, et ce pourquoi ça m'a donné envie de faire une vidéo avec eux, c'est que pour redonner le goût d'apprendre aux jeunes, ils passent par une méthode assez originale. Il s'agit de tout faire passer par le jeu. J'ai pu passer une journée entière avec eux et filmer tout ça, mais je vous en reparlerai en fin de vidéo, donc restez jusqu'au bout. En attendant, la réussite va délivrer quelques-uns de ses mystères dans 3, 2, 1, générique. S'il y a bien une chose qui change avec le temps, c'est la conception de la réussite. Bah oui, par exemple, un fermier gaulois du 2e siècle avant Jésus-Christ n'a pas forcément la même conception de la réussite qu'un cadre supérieur qui bosse à la défense. Enfin, si la méthode change, parfois les objectifs peuvent se recouper. Et tout hasard, qu'importe les époques, ce qui peut revenir, c'est avoir une famille heureuse et du pognon. Bien sûr, le fric chez beaucoup de monde, ça reste une constante. Quoique, le site de La Tribune a relayé les résultats d'une étude de l'ESSEC sur la définition de la réussite. Et ce sont pas moins de 3000 hommes et femmes de 10 pays différents, cadres et entrepreneurs qui ont été interrogés, et les résultats sont étonnants. Et excepté au Brésil, au Maroc et en Inde, où là-bas ils sont encore un peu comme ça, avoir un métier prestigieux et qui rapporte n'est plus jugé pleinement satisfaisant, contrairement à avoir une famille heureuse, par exemple, de vrais amis, du temps libre, ou vivre en conformité avec ses principes moraux. Et même dans le travail, la réussite n'est plus forcément assimilée à un plan de carrière accompli, un bon salaire ou la reconnaissance de sa hiérarchie, mais simplement à une bonne entente entre les collègues. Donc c'est cool, ça évolue, on n'est plus simplement dans un système purement capitaliste, mais peu à peu, notre vision du monde mûrit, je trouve. Et d'ailleurs, contrairement à avant, où les perspectives de carrière s'envisageaient plutôt dans une énorme entreprise, une multinationale, aujourd'hui c'est plutôt dans une petite ou une moyenne société. Et vous pensez peut-être que devenir connu, c'est ce qui ferait rêver les gens. Eh bien non, la célébrité ne fait plus rêver dans 9 pays sur 10. Et c'est d'ailleurs même la dernière forme de réussite souhaitée. C'est pour dire quoi. Juste après le fait de léguer une œuvre à la postérité. Et au niveau des ambitions, l'envie d'avoir du pouvoir est délaissée au profit de l'investissement dans des causes humanitaires. Donc là aussi une bonne chose. Mais la donnée la plus intéressante concerne la réussite au niveau du patrimoine. Donc du coup de ce qu'on possède en dur, les maisons et tout ça quoi. Avoir plus, toujours plus gros, toujours plus grand. Et si en Chine, près de 4 Chinois sur 5 pensent qu'accumuler des richesses et les stocker est un signe de réussite, pour eux, dans les autres pays, les avis sont nettement plus partagés. L'idée plutôt est de ne pas stocker la richesse qu'on gagne, mais plutôt de la redistribuer. Après, il faut voir en effet si la richesse est redistribuée. Bon, mais dans tout ça, qu'est-ce qui est considéré comme the réussite ultime? Le truc à accomplir dans sa vie? Eh bien, le signe de réussite par excellence, qui est ressorti de cette étude, eh bien, c'est tout simplement d'avoir une famille heureuse. Si c'est pas beau ça. Enfin, cette étude se préoccupait des gens dans la force de l'âge, pleinement intégrés dans le monde du travail. Mais qu'en pensent les jeunes? Bah oui, qu'en pensent-ils? Pas vraiment la même chose que leurs aînés en tout cas, puisque près de la moitié d'entre eux privilégient plutôt la réussite sociale, voilà, se faire une place au sein de la société quoi. 29% la réussite sentimentale, trouver son âme sœur pour résumer, et le reste seulement l'accomplissement de soi. Être heureux, réaliser son idéal, tout ça. Faudrait je pense continuer l'étude pour voir dans 10, 20 ou 30 ans à quel degré les objectifs ont été atteints. Vous savez, autrefois, du temps de nos grands-parents, l'âge des élèves dans une classe pouvait varier. Donc on pouvait avoir une gamine qui avait 7 ans, un autre qui avait 11 ans, donc ça ne choquait personne, c'était normal. Mais bien sûr, tout ça a changé. Maintenant, en France, la quasi-totalité des enfants sont scolarisés l'année où ils fêtent leurs 6 ans. Plus précisément, ils entrent au cours préparatoire. C'est-à-dire en septembre. Et par exemple, si vous êtes né en l'an 2000, vous serez scolarisé en septembre 2006. Point barre. Il n'y a pas de tergiversion là-dedans, c'est comme ça. Mais le truc, c'est que entre un gamin qui est né en janvier et un autre qui est né en décembre, les deux peuvent avoir 6 ans, sauf que dans la réalité, ils ont pratiquement 1 an de différence. Et pourtant, ils vont dans la même classe. Or, quand on est jeune, notre intelligence évolue rapidement, et donc,
peu à peu ça peut creuser un écart entre ceux qui naissent au début ou à la fin de l'année. Une étude sur la réussite scolaire selon le mois de naissance a été faite en 1965 par le psychologue Michel Gilly, ou Gilly, enfin bon. Et il a trouvé que les enfants, les élèves nés entre janvier et mars, donc les 3 premiers mois de l'année, avaient 4,3 fois plus de chances de sauter une classe que leurs camarades nés entre octobre et décembre, donc les 3 derniers mois de l'année. Autrement dit, ils sont plus précoces et donc plus à même d'apprendre les choses, et donc ont un avantage par rapport aux autres. Mais ces observations ne s'arrêtent pas là, puisque si on entre encore plus dans les détails, les enfants nés en janvier ont littéralement 6 fois plus de chances d'avoir de l'avance sur les enfants nés n'importe quel autre mois. C'est donc quand même assez ouf. Enfin, il n'y a pas que la date de naissance qui influe sur les résultats. Le milieu social y est aussi pour pas mal, puisque seulement 10% des élèves venant d'un milieu favorisé n'ont pas les acquis suffisants en français et en maths, alors que c'est près de 30 ou 45% d'entre eux lorsqu'ils viennent d'un milieu défavorisé. Donc l'égalité des chances à l'école, c'est pas encore ça quoi. Mais bon, tout ça fait partie des facteurs extérieurs et sur lesquels on n'a pas grande prise en tant que personne, mais n'allez pas croire pour autant que si vous n'avez pas la bonne date de naissance ou les bons parents, vous êtes foutus. Il faudra simplement travailler peut-être un peu plus dur. Mais ça n'est pas impossible pour autant, faut vraiment garder ça en tête. La preuve, eh bien par exemple John Rockefeller, que certains d'entre vous connaissent peut-être à travers une bulle, comme ayant été l'homme le plus riche de tous les temps à tout hasard, eh bien lui, il venait d'une famille au bord de la misère et il a commencé à gagner de l'argent en surveillant des dindons. Et on pourrait allonger comme ça la liste indéfiniment. Tout ça pour dire qu'avec du travail et de la motivation, vous avez autant de chances que n'importe qui d'arriver au terme de vos ambitions. Quoi ? Vous avez peur de faire des ratés ? Et si vous disiez que échouer était justement la clé de la réussite ? Alors bien sûr, dans notre société à nous, en tout cas française, l'échec n'est pas quelque chose de connoté très positivement. Mais quand on y réfléchit, il peut y avoir 2 manières de le concevoir. Soit on pense qu'il est définitif et qu'il symbolise la fin de tout, ou soit c'est une épreuve qui nous oriente juste simplement un peu mieux vers la destination à suivre pour trouver au bout du compte la réussite. Imaginez-vous par exemple dans un labyrinthe où la réussite serait la sortie. Et au final, les échecs là-dedans, c'est simplement tomber sur un cul-de-sac. Est-ce que ça signifie que c'est foutu ? Si vous ne vous faites pas piéger par les multiples cul-de-sac, vous n'apprendriez au final pas à vous orienter en fait dans ce labyrinthe. Et au final, vous ne pourriez pas trouver la sortie. Et donc on voit que là-dedans, faire demi-tour et tourner parfois un peu en rond, ça fait un peu partie du jeu quoi. Il est assez peu probable que vous empruntiez le bon chemin sans vous tromper du premier coup. Par exemple, en juin 2008, un discours intitulé « Les bienfaits de l'échec » avait été prononcé pour l'inauguration de la réunion annuelle de l'association des anciens élèves de Harvard. Donc Harvard, je rappelle, l'université la plus cotée au monde. Et ce discours a été prononcé par une certaine J.K. Rowling, à tout hasard la maman de la saga Harry Potter. Mais si, en définitive, la réussite était-elle programmée ? Eh bien, c'est une théorie en partie validée par un article scientifique datant de juillet 2015 et paru dans la revue Scientific Reports. Et oui, puisque, indépendamment de l'intelligence, la réussite dans certains domaines est entre 54% et 65% dû tout simplement à nos gènes. Mais n'allez pas penser pour autant qu'il existe des gènes pour être bon en français ou au sport, ou être bon en physique ou en langue. Ça serait un peu trop facile. Et nous, on aime bien quand c'est dur. Puisque la réussite, ce serait plutôt l'œuvre d'une multitude de gènes qui, en agissant ensemble, auraient une efficacité précise sur un domaine bien particulier. Enfin, il faut modérer quand même un peu, et pas voir ça comme être bon ou pas dans quelque chose, mais plutôt être prédisposé à être bon dans cette chose. C'est une nuance, mais qui est quand même très importante. Et par exemple, c'est comme si vous aviez de grandes jambes, ça va pas faire de vous forcément que vous êtes un bon sprinter, mais on va dire que ça vous prédispose quand même à être un bon sprinter. Et on a tous, autant que nous sommes, des gènes pour être bons quelque part. Il suffit de trouver simplement dans quel domaine. Mais dans tous les cas, n'oublions pas que c'est l'entraînement et la volonté qui finiront par nous amener, tôt ou tard, vers la réussite. Mais alors, si les gènes ne font pas tout le boulot, quels sont les autres facteurs de réussite ? Eh bien, des scientifiques, oui, encore eux, ils sont partout, ils sont là parmi nous, ont étudié de leur côté le phénomène. Et de cela, ils ont retenu une multitude de causes qu'ils ont classées. Eh bien déjà, d'après eux, la réussite dépend de 3 facteurs, précisément. Donc il s'agit des facteurs personnels, donc qui viennent de nous, les facteurs extérieurs, donc les trucs qui tombent du ciel et sur lesquels on n'a aucun impact, et nos valeurs, donc pour ainsi dire notre conduite de vie. Et pour les facteurs personnels, on a déjà nos qualités de base, c'est-à-dire les aptitudes naturelles que tout le monde a à diverses proportions. Il y a par exemple les qualités physiques comme la force, les qualités intellectuelles comme la logique ou la morale, par exemple la tolérance. Et toujours dans ces facteurs personnels viennent ensuite les qualités personnelles, celles qui rendent donc un individu plus efficace et qui varient donc selon la personnalité. Par exemple le courage ou la ténacité, c'est un truc qui joue. Et ensuite viennent les qualités impliquant un rapport à autrui. Par exemple la diplomatie, l'affirmation de soi, tout ça. Et ce qui devient intéressant là-dedans, c'est que les scientifiques ont interrogé les jeunes pour savoir ce que, selon eux, est le plus important pour réussir. Et 9 jeunes sur 10
89% plus exactement, ont estimé que la réussite était due à des qualités personnelles. Donc autrement dit, les facteurs extérieurs qui sont liés à la chance et au hasard, eh bien ils n'ont au final pas tant d'impact que ça, selon les gens. Et justement, les qualités les plus importantes qui revenaient le plus souvent, selon les gens, eh bien on a le courage, l'intelligence, et en haut du podium, je vous le donne en mille, la volonté. Et pour terminer, voici quelques menus conseils pour réussir, venant tout droit, ni plus ni moins, que de l'homme le plus riche au monde. Alors premièrement, mettez-vous dans la tête que la vie est injuste et qu'il faut vous y faire. Prenez-le comme une particularité des règles du jeu. Deuxièmement, lorsque vous commettez des erreurs, inutile de rejeter la faute sur les autres ou de pleurnicher. Remettez-vous en cause plutôt, voyez où vous avez failli, relevez-vous et avancez. C'est plus constructif. Et enfin, troisièmement, la vie ça n'est pas l'école. Et l'été n'est pas une période de repos. Et du coup, ces astuces nous viennent tout droit d'un certain Bill Gates. Ça y est les macros, c'est terminé pour cette fois. J'espère que vous avez appris des trucs, et maintenant vous avez toutes les clés en main pour réussir comme il se doit. Oui, je survends un petit peu la chose, oui. Mais n'oublions pas là-dedans, si les jeunes on peut rien y faire, si l'intelligence aussi on peut rien y faire, il y a un truc par contre qui peut changer beaucoup de choses, c'est la volonté. La volonté mon cher Watson. Et comme je l'avais dit en début de vidéo, il y a aussi bien sûr le réseau Étincelle qui est toujours là. C'est une association soutenue par la Fondation FDJ qui propose à des jeunes déscolarisés de retrouver le goût d'entreprendre et qui les aide à s'insérer ou se réinsérer dans la vie professionnelle et tout ça en apprenant par le jeu. C'est important à préciser, hein, la réinsertion ne se fait pas de manière traditionnelle mais toujours de manière ludique et en favorisant les rapports, les échanges, les discussions entre les personnes. Et je parle en connaissance de cause puisque j'ai pu assister et intervenir aussi un petit peu lors d'une journée de formation. Et pour finir, je vous propose justement de voir tout ça en vidéo pour que vous voyez un peu mieux comment ça s'articule. Alors attention, c'est parti. Donc Olivier Vigneron, je suis le cofondateur du réseau Étincelle avec Sylvain Brossard. Alors réseau Étincelle, on s'adresse aux jeunes dits décrocheurs avec pour ambition de transformer le renoncement en motivation. Concrètement, c'est de partir d'eux, de leur talent, de leur permettre de se réconcilier avec eux-mêmes, avec leur passion, avec leur centre d'intérêt, et de découvrir de manière concrète le monde de l'entreprise. Alors ce sont des jeunes qui sont sortis du système scolaire, sans diplôme ou avec de faibles qualifications. Et c'est clair que dans un pays où le diplôme fait l'emploi, ils vont ramer 2 fois plus ou 3 fois plus que d'autres pour trouver une situation pérenne sur le marché de l'emploi. Pour une fois, on va partir d'eux, de leur talent, de leur centre d'intérêt. Donc on va leur permettre d'être acteurs de leur parcours et on va leur permettre aussi de valoriser leur potentiel. Et on va être sur la créativité, sur la découverte et sur également toutes les pédagogies par le jeu. On est sur des formations suivant les formats qui vont être sur 5 à 9 jours. C'est destiné à être très punchy pour les booster et d'avoir tout un ensemble d'approches pédagogiques et d'être surtout pas scolaire. Parce que le jeu, c'est la meilleure manière de retrouver le plaisir d'apprendre. Ça permet de faire des mises en situation concrètes et ça a été confirmé par tout un ensemble d'études. Ça permet de retenir bien plus dans l'instant et sur la durée sur les points d'apprentissage qu'on va aborder. Grosso modo, pour écrire une vidéo, il faut à peu près 3 jours, 2-3 jours de travail. Donc ça m'arrive de prendre parfois des jours, mais assez peu. Cet été, j'ai pris une semaine, puis sinon je travaille la plupart du temps. Concrètement, l'appui de la Fondation d'entreprise La Française des Jeux, ça va être un vrai accélérateur de particules pour nous, dans 2 sens. Déjà, nous permettre de toucher beaucoup plus de jeunes, faire beaucoup plus de formations, d'animation. Et tu le précisais auparavant, qu'est-ce qu'ils font qui reste ? Mais c'est qui vont participer, c'est de booster encore plus notre capacité à faire des animations par le jeu, ce qu'on appelle aujourd'hui la gamification, c'est-à-dire concrètement utiliser le jeu pour retrouver le plaisir d'apprendre. Et ça participe également à l'égalité des chances, puisque par le jeu, on leur permet de retrouver une capacité à apprendre et une envie de s'insérer dans la société.